Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes dans les années 360 avant Jésus-Christ, autant dire une période un peu de transition, en tout cas c'est ce qu'on dit après coup ça. Période incertaine en tout cas entre la guerre du Péloponnèse qui s'est achevée à la fin du siècle précédent et puis l'ascension de la Macédoine de Philippe II et d'Alexandre le Grand bien sûr. Et nous sommes dans une cité aujourd'hui un peu oubliée et dont je vous recommande chaudement d'aller visiter les ruines car c'est passionnant. Nous sommes à Corinthe. Corinthe connaît des difficultés, je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais disons que la ville a du mal à conserver son indépendance par rapport à d'autres puissances. Sa stabilité politique à l'époque est menacée. C'est dans ce contexte-là, donc, dans cette période difficile et dans cette cité menacée que commence notre histoire qui met en scène deux frères, deux cadras, comme on dirait aujourd'hui. Ils sont membres de l'élite locale. C'est peu de dire qu'ils ne se ressemblent pas. D'un côté, vous avez le sage, le tempérant, le bienfaisant Timoléon et de l'autre, le terrible, l'indomptable Timophane. Le bon Timoléon, le mauvais Timophane. Alors, c'est peut-être pas tout à fait aussi simple que ça, d'ailleurs. C'est Plutarque qui va nous raconter tout ça. Et évidemment, que ferait-on sans Plutarque dès qu'il est question d'histoire ancienne, n'est-ce pas ? Il y va fort, lui, dans le portrait du mauvais frère. Voilà ce que nous dit le grand historien antique. C'était un homme écervelé, furieusement épris et perdu de convoitise de régner, que lui avait mise en la tête une troupe de gens de basse condition qui se disaient ses amis et de soudards ramassés qu'il avait toujours autour de lui. Et parce qu'il était impétueux et aventureux à la guerre, ses citoyens l'en estimaient capitaine belliqueux et homme d'exécution, et à cette cause lui donnait souvent charge de gens. Le vertueux Timoléon, affublé de cette espèce de frère difficile, pourrait chercher à s'en éloigner, mais non. Si l'on en croit toujours notre historien antique, il l'aide autant qu'il peut à sauver sa réputation. Quand Timophane se comporte mal, eh bien, Timoléon est là pour cacher ses méfaits aux yeux des Corinthiens, et si au contraire Timophane agit positivement, parce que ça lui arrive, alors Timoléon exagère la portée des actes magnifiques accomplis par son frère. Un jour, alors qu'ils sont en train de combattre au milieu de la mêlée dans une bataille, il y a un événement qui survient. Timophane chute de cheval, il se retrouve à la merci de ses adversaires et à ce moment-là, Timoléon surgit au milieu du combat pour le secourir. Il arrive jusqu'à ce frère, il le couvre de son grand bouclier et il le sort du mauvais pas. Autant dire que Timophane a, vous l'aurez compris, un véritable ange gardien, très utile, presque indispensable même. Or, Corinthe, à ce moment-là, veut acquérir les moyens de défense plus importants qui lui permettraient peut-être d'assurer une sécurité qui est devenue très disputée. La cité forme une armée de mercenaires et qui va-t-on placer à la tête de cette armée ? Timophane, seulement voilà. Cette position encourage l'esprit qu'on pourrait qualifier de vicié de Timophane, qui à l'occasion se sent pousser des ailes, il manœuvre, il provoque la mort d'importantes figures de Corinthe, et ce qui se passe est grave, puisque Timophane est en train gentiment de s'installer dans une forme de tyrannie. Et pour son frère, pour le bon, pour le sage Timoléon, c'est une blessure de voir Timophane agir si mal et menacer la liberté de leur cité. Alors, que peut bien faire Timoléon ? Franck Ferrand sur Radio Classique. Timoléon agit selon son caractère, c'est-à-dire avec mesure. Il essaie de parler à Timophane, il veut le persuader de renoncer à ses folles ambitions. Il va se faire, inutile de vous dire, envoyer promener. Et selon la version que nous suivons, celle de Plutarque, Timoléon va réunir un certain nombre de proches de Timophane et ensemble, ils vont retourner le voir pour discuter encore. Et là encore, ils sont déçus. On ne peut pas dire que le tyran les reçoive avec aménité. Timophane leur rit au visage, il entre ensuite dans une colère noire. Bref, ça va trop loin. Timoléon sait ce qui va se passer et il décide de s'écarter de cette discussion qui est en train de dégénérer. Pendant que ses joues se couvrent de larmes, il entend les deux autres, ses compagnons qui ont sorti leurs armes et qui plongent ces armes
dans le corps de celui qui était en train de devenir le tyran de Corinthe. Alors c'est vrai que Corinthe est libérée de Timophane, mais la conscience de Timoléon, elle, se trouve d'un seul coup très alourdie. Il a laissé délibérément son propre frère assassiné, là, juste à côté de lui. Alors on le félicite pour ça. D'autres, cependant, lui reprochent d'avoir trempé dans un crime. Sa propre mère refuse désormais de le recevoir ou de lui adresser la parole. Il est affecté, Timoléon, c'est le moins qu'on puisse dire. Il va carrément songer au suicide. Il refuse de s'alimenter. Il va faire une espèce de grève de la faim, si vous voulez. Plusieurs de ses proches lui disent qu'il faut qu'il mange quelque chose, qu'il faut qu'il survive, et au bout de bien des palabres, il finit par se laisser convaincre, mais non sans condition. Il aurait décidé de vivre désormais dans l'isolement, comme une espèce de banni, d'exclu de sa propre cité, et les années vont passer 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'à l'an 345 avant Jésus-Christ, et là, c'est le rebondissement. Des nouvelles parviennent de Syracuse, la grande cité grecque de Sicile, qui avait été justement créée par des Corinthiens, faut jamais l'oublier. La ville, qui a été prospère, est maintenant en position de grande faiblesse. Elle a connu des tribulations politiques terribles. Ses divisions internes maintenant la rongent, et pas mal de cités grecques voisines contestent sa primauté. Et pour ne rien arranger, voilà que les Carthaginois s'en mêlent. Ils sont avides de s'étendre en Sicile, les Carthaginois. Ils menacent Syracuse, et voilà pourquoi les Syracusains envoient des messages désespérés à la cité mère de Corinthe. Ils ont besoin de soutien. Ah, tout le monde ne parle plus que de ça. À Corinthe, on prépare une expédition, seulement il faut trouver un chef maintenant. Qui va-t-on placer à la tête de l'expédition corinthienne à Syracuse? On évoque pas mal de noms. Et puis, il y en a un qui vient, un nom évident, le nom de Timoléon. Vous écoutez Radio Classique. Il a 60 ans, Timoléon, quand il accepte de se placer à la tête de cette expédition vers la Sicile. Il sait que ça va être très dur. Les Syracusains sont enferrés dans leur querelle. D'ailleurs, il y en a un qui s'appelle Ichétas, qui est devenu l'ami des Carthaginois et qui essaie de convaincre les Corinthiens de ne pas intervenir. Mais cette initiative, disons-le, est contre-productive, puisque la cité, du coup, a décidé d'aider Syracuse. Bref, c'est l'heure du grand départ. Il aurait, dit-on, été entouré de bons présages des dieux, notre Timoléon, c'est toujours bon à prendre. En arrivant pas loin du détroit de Messine, donc là on se rapproche, on est à la pointe de la Sicile, Timoléon a de quoi déchanter puisqu'il voit la flotte carthaginoise qui est là, qui se tient en embuscade. Et d'ailleurs, Ichétas a pris le contrôle d'une grande partie de Syracuse. Il assiège le tyran de la cité dans son château au cœur de la ville. Le tyran, c'est Dénis le Jeune. Dès lors, ce sont des tractations. Ichétas et les Carthaginois font des propositions à Timoléon. Et si, plutôt que de prendre des risques inconsidérés, il acceptait une position de prestige auprès d'eux. Oui, ils sont en train d'essayer de l'acheter tout simplement. Vous imaginez bien, qui va acheter Timoléon après tout ce qu'il a vécu dans sa vie, après cette immense réclusion qu'il s'est à lui-même infligée? Les palabres vont quand même lui permettre d'occuper un peu l'attention de ses ennemis, et pendant qu'on parle, il fait passer discrètement ses bateaux jusqu'à Taormine, qui se trouve donc au nord de Syracuse, sur la côte sicilienne. Et là, ça va être le début de la guerre ouverte. Malgré l'infériorité en nombre qui est assez frappante, Timoléon est volontaire et, en cachant ses craintes, il réussit à se trouver quelques alliés en Sicile. Et voilà qu'il surprend une troupe secondaire d'Ichétas, qui ne s'attendait pas à ce qu'il prenne si vite l'initiative. Bon, ça marche bien, là, c'est un premier succès auquel vont s'ajouter, comme il se doit, de nouveaux signes des dieux. C'est comme ça à l'époque, ça fonctionne, ces signes envoyés par le sort. Bref, tout ça encourage un certain nombre de cités de l'île à rejoindre Timoléon et les siens. Et mieux que ça, bien que pour l'instant il soit retenu un petit peu à distance à Syracuse, il arrive à infiltrer des troupes jusqu'au château où le tyran Dénis est assiégé. C'est un joli coup, ça. Et les défenses du bâtiment vont être renforcées. Dénis est exfiltré avec succès, ce qui permet de l'envoyer vers Corinthe pour une sorte de retraite où il ne gênera personne, ou d'ambassade où il pourrait convaincre les plus hésitants.
À vous de choisir. Timoléon est en train de s'imposer. Et ça trouble beaucoup Hykietas, qui se dit qu'après tout, il n'a peut-être pas choisi le bon camp. Il décide d'agir à ce moment-là d'une manière terrible, Hykietas. Il diligente 2 assassins vers le camp du général corinthien. Le crime est prévu un jour où Timoléon est occupé par un rite dans un temple. Les 2 tueurs entrent dans le temple avec des lames qu'ils ont cachées sous leurs habits. Discrètement, ils s'approchent de la cible et c'est alors qu'un hasard va intervenir. Un homme qui est présent dans le temple reconnaît un des sicaires comme le meurtrier de son propre père. Il se jette sur lui et lui assène un coup d'épée fatal. L'autre, le complice qui a dû être impressionné, se rend. Bref, le crime vient d'être évité de justesse contre Timoléon qui décidément est protégé des dieux. Ça n'empêche pas sa situation de rester un peu délicate. Hykietas, à Syracuse, reçoit des renforts carthaginois qui sont prêts à l'aider à faire tomber ce château qu'il convoite. L'avenir paraît du côté d'Hykietas, disons les choses, mais quand même, il va commettre des erreurs, ce général qui se met au service des Carthaginois. Erreurs qui permettent aux amis de Timoléon de desserrer le siège qu'ils sont en train de subir. Quant à Timoléon lui-même, il finit par arriver avec son armée renforcée de nouveaux soutiens jusqu'à Syracuse. Ses bonnes fortunes agacent le chef des Carthaginois qui juge bientôt la situation pas très sûre et qui donc décide d'abandonner le siège de Syracuse et de repartir pour l'Afrique. Vous imaginez la tête d'Hykietas qui se trouve comme ça d'un seul coup de démuni. Timoléon en profite pour lancer l'assaut qui brise le siège du château. Son ennemi est dépassé. Syracuse est sauvé. Hykietas n'a plus qu'à quitter les lieux à toute vitesse et bien piteusement. Alors, que fait à ce moment-là Timoléon ? Eh bien, si l'on en croit toujours l'édifiant récit de Plutarque, il agit non pas en homme avide de domination, mais en être vertueux qui veut rétablir la liberté des Syracusains, qui, c'est vrai, étaient depuis longtemps soumis à toutes sortes de tyrans. Je cite l'historien antique. S'y ruinèrent non seulement la forteresse du château, mais aussi les palais, les sépultures et généralement tout ce qui pouvait servir de mémoire aux tyrans. Et ayant la place en peu de jours été nettoyée et aplanie, Timoléon y fit édifier des salles et auditoires à tenir la justice et y établit par ce moyen l'état de liberté populaire en supprimant la domination tyrannique. J'aime cette vieille traduction de Plutarque qui nous donne presque l'impression d'être dans son style à lui. Est-ce la victoire à la fois militaire et morale de Timoléon ? Alors, évidemment, c'est pas tout à fait aussi simple que ça, parce que Syracuse est quand même une ville abîmée, qui a perdu pas mal de ses habitants dans les troubles, et puis les Carthaginois préparent leur retour en Sicile. Ils ne se déclarent pas vaincus pour si peu. Franck Ferrand sur Radio Classique. Timoléon a repris. Syracuse, il commence à se sentir vieux, mais il ne ménage pas sa peine pour autant. Il lance des initiatives pour repeupler la ville, pour réorganiser tous ses services, pour lutter contre d'autres petits tyrans qui sont installés à travers l'île sicilienne. Seulement voilà, comme attendu à la fin de la décennie 340, les Carthaginois sont de retour. Et cette fois, ils ont avec eux des dizaines de milliers d'hommes. Ils sont à la pointe ouest de la Sicile, à Lilybée exactement, avec pour objectif d'expulser une fois pour toutes les Grecs de l'île. Timoléon peut voir l'angoisse gagner ses rangs. Il n'a que quelques milliers d'hommes, lui, à opposer à toutes ces dizaines de milliers de Carthaginois. Et pourtant, il ne se décourage pas. Une fois encore, il va prendre l'initiative et conduire ses troupes à la rencontre de l'ennemi, ce qui lui permet de choisir son lieu et son moment. Il profite du fait que l'armée de Carthage traverse une rivière pour lancer l'offensive et c'est une grande bataille qui commence. Et comme toujours, la fortune sourit à Timoléon. Un énorme orage éclate à ce moment-là avec des éclairs, des trombes d'eau, de la grêle même, dit-on, qui frappe les Carthaginois de face et les met en grand désavantage. Et par ailleurs, leur équipement qui est très lourd les encombre. Le sol est en train de devenir un tapis de boue pâteuse. La
crue du fleuve n'arrange rien. Bref, au milieu de ces éléments déchaînés, les Grecs de Timoléon, qui sont beaucoup plus agiles sur le terrain, prennent le dessus. Des milliers de corps sont frappés, percés, tranchés dans une ambiance de fin du monde. Incroyable bataille de glaise et de boue. C'est une scène dantesque avant la lettre. Une fois le combat terminé, la petite armée de Timoléon peut recueillir des richesses importantes sur les milliers de cadavres qui sont là dans le camp ennemi. On a tout perdu. Combat victorieux, qui n'est pas le dernier pour Timoléon. Bien des tyrans grecs lui sont en effet hostiles et les Carthaginois menacent toujours. Il va faire de nouveau face à Hykétas, qui est toujours actif dès qu'il s'agit de s'opposer à lui. Timoléon va finir par mettre la main sur Hykétas et par le faire exécuter sans merci. Mais d'autres tyrans vont s'opposer à lui, qui subiront un jour le même sort, tandis qu'un accord est trouvé avec les Carthaginois. Bref, après 7 ans de présence en Sicile, on peut dire de Timoléon qu'il est non seulement victorieux, mais qu'il a pacifier la Sicile. De quoi inspirer à Plutarque un bilan qui est un petit peu suspect tellement il est élogieux. Je cite Plutarque. « Voilà comment Timoléon allait coupant et arrachant les tyrannies de la Sicile et y abolissant toute guerre, car au lieu qu'il avait trouvé l'île tout effarouchée, sauvage et haïe par les naturels habitants même, pour les maux et misères extrêmes qu'ils enduraient, il la rendit si douce et si désirée des étrangers qu'ils y venaient de très loin pour l'habiter. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Il pourrait rentrer à Corinthe, Timoléon, mais il n'en fait rien. Il reste à Syracuse, dans une grande demeure qu'on a mise à sa disposition. Sa famille va le rejoindre d'ailleurs. Et pour lui, c'est une autre vie qui commence. Je cite Pierre Carlier dans le IVe siècle grec. Il nous donne quelques nuances sur le personnage quand même. Son œuvre accomplie, probablement en 337 avant Jésus-Christ, Timoléon déposa la monarchie. L'emploi de ce terme par Plutarque montre que même pour un admirateur de Timoléon, le condottiere corinthien exerçait à Syracuse un pouvoir personnel de type tyrannique et non une simple magistrature. L'abdication volontaire d'un tyran n'en est pas moins exceptionnelle. En renonçant au pouvoir, Timoléon finit par se conformer à sa propre propagande, celle d'un restaurateur de la liberté. Il a pris donc une position de vieux sage, ça ne nous surprend pas, n'est-ce pas ? Il n'est plus intervenu que sur les questions de la plus haute importance dans des débats qui ne l'intéressait plus d'une certaine manière. Il donnait son opinion, puis rentrait chez lui. Un nouveau rôle qui ne va pas durer très vite puisqu'il décline, Timoléon. Il est aveugle. Une maladie va l'atteindre qu'il l'emporte. Ses funérailles auront été à la hauteur de sa réputation. Son corps est déposé sur un lit transporté sur une grande place au centre de Syracuse, au milieu d'une foule en larmes. Hommage extraordinaire, plein de force et d'émotion. C'est à cet endroit même que sa sépulture est bâtie, une manière de célébrer celui qui va passer pour avoir incarné la vertu heureuse et bien fortunée, n'est-ce pas ? Timoléon, alors, quelle que soit la vérité exacte du point de vue de l'histoire, il est difficile de le savoir à des époques comme celle-là, mais en tout cas, il va devenir un des modèles les plus achevés d'hommes illustres de l'Antiquité, un homme qui a lutté contre la tyrannie, rétabli les libertés, un homme qu'on a peut-être un petit peu trop tendance à oublier et à faire sortir des grandes galeries de l'histoire. Vous écoutez Radio Classique.